Je vous remercie. Je remercie le comité d'organisation de m'avoir invité à cette journée. On reste dans l'auto-immunité, mais on va changer un peu de registre. Et aujourd'hui, je vais essayer de vous parler des manifestations pulmonaires qu'on peut observer au cours des vascularites. Je vais surtout me focaliser sur les manifestations pulmonaires qui seraient révélatrices de ces vascularites et que vous voyez au premier plan. Je n'ai pas de lien d'intérêt particulier avec cette présentation. Alors, qu'est-ce qu'on entend par vascularite systémique primitive? C'est un cadre qui est très hétérogène, qui regroupe des maladies qui sont un peu différentes sur le plan épidémiologique, sur le plan éthiopathogénique, mais aussi par rapport à leur présentation clinique. Ce sont des maladies systémiques, puisqu'elles atteignent plusieurs organes en même temps, et ce sont des maladies dissimilitaires, puisqu'elles impliquent des anomalies du système immunitaire. Ce qui les caractérise vraiment, et ce qui fait qu'on les regroupe sous un même terme, sous une même terminologie, c'est l'existence constante d'une inflammation de la paroi vasculaire. C'est ce qui définit les vascularites systémiques primitives. Alors, pour faire simple, cette inflammation au niveau de la paroi vasculaire peut entraîner un rétrécissement des sténoses au niveau de la paroi vasculaire qui vont être à l'origine de thromboses, qui seraient à l'origine des manifestations ischémiques que l'on peut observer au cours des vascularites. Ou bien à l'inverse, ces phénomènes inflammatoires vont entraîner une dilatation de la paroi vasculaire, des dilatations anévrismales, dont la rupture va être à l'origine des manifestations hémorragiques, telles que par exemple les hémorragies alvéolaires. Plusieurs classifications ont été proposées pour mieux caractériser les vascularites systémiques primitives. Rappelez-vous, je vous ai dit qu'elles étaient très hétérogènes. Alors la classification la plus utilisée et la mieux adoptée et la plus simple en fait, c'est la classification de Chapelier qui se base sur la taille du vaisseau préférentiellement atteint. On distingue ainsi les vascularites qui atteignent préférentiellement les vaisseaux de gros calibre. Il y en a deux, il y a l'artérite gigantocellulaire ou l'artérite à cellules géantes qu'on appelait auparavant la maladie de Horton, et il y a la maladie de Takayasu. Et puis il y a des vascularites qui atteignent préférentiellement les vaisseaux de moyen calibre. Il y a la panartérite noueuse, et puis il y a la maladie de Kawasaki qui est surtout de l'apanage du nourrissant et du jeune enfant. Et enfin, il y a les vascularites qui atteignent les vaisseaux de petit calibre. Elles-mêmes, elles sont subdivisées en deux sous-groupes. Il y a des vascularites, des vaisseaux de petit calibre qui sont associés au complexe humain circulant, qui regroupe la vascularite IgA qu'on appelait le purpura rhumatoïde, la cryoglobulinémie et la vascularite urticarienne hypocomplémenténique. Et à ce groupe est apparentée la maladie des membranes basales qu'on appelait aussi le syndrome de Gould-Pasture. Le deuxième sous-groupe est constitué des vascularites des petits vaisseaux qui sont associés aux ANCA, aux anticorps anticytoplasmes des polynucléaires neutrophiles, et qui comprend la granulomatose avec polyangélite qu'on appelait la granulomatose de Wegener, la granulomatose éosinophilique avec polyangélite qu'on appelait le syndrome de Scheuer-Strauss et la polyangélite microscopique. Alors il faut savoir que c'est surtout les vascularites des petits vaisseaux qui sont associés aux manifestations pulmonaires. Et puis il y a une maladie particulière qui ne figure pas dans cette classification, c'est la maladie de Bessel. C'est une vascularite particulière qui est d'abord très fréquente en Tunisie, c'est la vascularite la plus fréquente en Tunisie, et c'est aussi une vascularite particulière parce que, comme vous le voyez, elle atteint tous les types de vaisseaux, quel que soit leur calibre et quelle que soit leur nature. Un petit rappel nosologique, on parle de vascularite nécrosante lorsqu'à l'examen anatomopathologique, on distingue cette fameuse nécrose fibrinoïde qui est entourée d'un infiltrat inflammatoire fait le plus souvent majoritairement de lymphocytes. On parle de vascularite granulomateuse lorsque à l'examen anapathe on met en évidence le granulome, que ce soit au niveau de la paroi vasculaire ou même en intratissulaire à l'extrait du vaisseau. Et puis on parle de vascularite eosinophilique lorsque l'infiltrat inflammatoire de la paroi vasculaire ou bien tissulaire est fait majoritairement de polynucléaires éosinophiles. Alors, il est fréquent d'observer des manifestations pulmonaires au cours de certaines vascularites qui sont parfois révélatrices de la maladie et qui peuvent être soit en rapport avec une atteinte vasculaire ou bien en rapport avec une atteinte parenchymateuse. La survenue d'une manifestation pulmonaire au cours de l'évolution d'une vascularite commune implique trois éventualités. Le plus souvent, il s'agit d'une complication infectieuse. C'est une situation qui est fréquente chez ces patients qui sont immunodéprimés de par leur pathologie, mais de par aussi les immunosuppresseurs qu'ils reçoivent.
N'oubliez pas aussi le risque d'iatrogénie, puisque certains médicaments que nous utilisons dans le traitement de ces vascularites sont dotés d'une toxicité pulmonaire. Je cite à titre d'exemple le méthotrexate, mais la liste est loin d'être exhaustive. Ou bien ces manifestations pulmonaires peuvent faire partie des manifestations spécifiques de la maladie et survenir lors du poussé ou bien être révélateurs dans certains cas. Je vais commencer par la maladie de Behçet, rien que parce qu'elle est très fréquente et parce qu'elle survient surtout chez les sujets jeunes. Alors la maladie de Behçet, au plan pulmonaire, elle peut impliquer deux situations, soit une embolie pulmonaire, soit des anévrismes des artères pulmonaires. Et ces deux entités font partie de ce qu'on appelle l'angio-Behçet, les manifestations vasculaires classiques de la maladie de Behçet. Alors l'embolie pulmonaire, elle peut se manifester comme n'importe quelle embolie pulmonaire, mais elle a certaines particularités. Le thrombus au cours de la maladie de Behçet se constitue in situ, parce que le problème vient d'une anomalie, d'une inflammation de la paroi vasculaire. Donc en général, c'est une embolie pulmonaire qui survient en dehors de complications thromboemboliques d'une maladie veineuse périphérique. Et puis l'autre particularité, c'est que quand ce thrombus se constitue in situ, ce n'est pas une migration d'embole. En général, on n'a pas le tableau classique aigu de l'embolie pulmonaire, on a plutôt une embolie pulmonaire d'installation insidieuse qui s'installe à bas bruit et qui peut être découverte même d'une façon fortuite ou parfois même à l'occasion de complications. Carrément, on peut la découvrir au stade d'hypertension artérielle pulmonaire. Il n'est pas rare que cette embolie pulmonaire soit révélatrice de la maladie, comme en témoigne ce listing de la littérature. Et puis l'autre manifestation qu'on peut observer au cours de la maladie de Behçet, ce sont les anévrismes des artères pulmonaires. Alors, ils ont aussi certaines particularités. Ce sont des anévrismes le plus souvent proximaux, souvent multiples. Ils peuvent être asymptomatiques, découverts fortuitement à l'imagerie, ou ils peuvent se manifester par des hémoptysies. Ce sont généralement des hémoptysies de faible à moyenne abondance. C'est rare que ces hémoptysies soient cataclysmiques et d'issue fatale. À la radiographie du thorax, on les suspecte bien sûr devant des opacités arrondies hilaires ou juxta-hilaires et leur confirmation passe par angio-scanner thoracique. Si on considère leur évolution spontanée, elle se fait exceptionnellement vers la rétrocession. Le plus souvent, ils vont augmenter de taille et cette augmentation de taille va aboutir à la fissuration et on va les découvrir à ce stade suite à une complication à type d'hémoptysie massive qui est le plus souvent mortelle. Alors pourquoi c'est important de les rattacher à la maladie de Behçet? Pourquoi c'est important de faire le diagnostic d'une maladie de Behçet chez un patient jeune qui se présente avec des anévrismes des artères pulmonaires? Tout simplement parce que dans la littérature et dans notre expérience personnelle aussi, on a remarqué que le traitement par des corticoïdes par voie générale associés à des cures intraveineuses de cyclophosphamide faisait régresser et voire même faire disparaître totalement ces anévrismes des artères pulmonaires. Donc le pronostic change totalement en fonction du traitement si le traitement est précocement instauré. Ces anévrismes aussi peuvent être révélateurs de la maladie et on peut la découvrir aussi suite à d'autres complications, suite à des ruptures donc en situation d'urgence. Alors face à un patient qui se présente, surtout s'il s'agit d'un patient jeune, plutôt du genre masculin, qui se présente avec des anévrismes des artères pulmonaires isolées ou une embolie pulmonaire inexpliquée, pensez à la maladie de Behçet. Pensez surtout à interroger le patient à la recherche des signes caractéristiques, surtout les actes buccaux, qui sont caractérisés par des ulcérations à bord érythémateux et à fond jaune beurre, comme vous le voyez ici. Recherchez des actes génitaux pour leur cicatrice qui reste indélébile, qui permet un rétro-diagnostic. Recherchez une hypersensibilité au point d'injection ou au point de prélèvement qu'on peut reproduire par le test pathergique. Recherchez aussi une baisse de l'acuité visuelle, une rougeur oculaire qui témoigne d'une inflammation intraoculaire et surtout, je ne sais pas si vous le voyez bien, ce signe caractéristique très évocateur de la maladie de Behçet qu'on appelle l'hypopion et qui correspond à un épanchement qui siège au bas de l'iris. Alors le diagnostic de la maladie de Behçet est purement clinique et on peut s'aider des critères de classification. Les plus récents sont ceux de l'ICBD et qui exige au moins 4 points parmi les symptômes suivants: des actes buccaux, des actes génitaux, une atteinte oculaire, une atteinte cutanée, une atteinte vasculaire, une atteinte neurologique et un test pathergique positif.
Je passe aux vascularites qui atteignent préférentiellement les vaisseaux de moyen calibre. Je ne vais pas du tout aborder l'artérite gigantocellulaire où l'atteinte pulmonaire est presque quasi constante, mais je vais plutôt me focaliser sur la maladie de Takayasu, qu'on appelait aussi la maladie des femmes sans pouls, puisqu'elle est prépondérante chez les femmes jeunes. Elle survient à un âge inférieur à 40 ans et elle est prédominante chez les femmes. Elle peut se manifester par des claudications vasculaires des extrémités, surtout au niveau des membres supérieurs, puisque l'atteinte prédomine au niveau de l'aorte et de ses branches ascendantes. Elle peut se manifester par une diminution ou une abolition d'un pouls, par une hypertension artérielle vasculaire, par des souffles sur les trajets vasculaires, et c'est surtout à l'angiographie ou à l'artériographie qu'on porte le diagnostic en mettant en évidence des sténoses ou des occlusions. Alors, l'atteinte de l'aorte et de ses branches est très fréquente, mais en revanche, l'atteinte des artères pulmonaires reste relativement rare. Elle est caractérisée plutôt par des sténoses, parfois par des anévrismes. Elle est souvent asymptomatique ou elle peut se manifester parfois par des dyspnées d'effort ou rarement par des hémoptysies. Parfois, on les découvre carrément devant une hypertension artérielle pulmonaire. Les anévrismes fusiformes qui se thrombosent fréquemment ou bien des infarctus pulmonaires sont aussi possibles au cours de la maladie de Takayasu. Alors, c'est exceptionnel que l'atteinte des artères pulmonaires soit révélatrice de la maladie de Takayasu, comme c'est le cas de cette patiente qui s'est présentée juste avec comme seule manifestation clinique une dyspnée d'effort et chez qui un épaississement de l'artère pulmonaire a été découvert. En revanche, il est plus fréquent d'observer d'autres signes qui sont plus évocateurs, tels que cet aspect en mosaïque, tels qu'une raréfaction des vaisseaux au niveau du parenchyme pulmonaire, comme en témoignent les zones sont surtout au niveau du lobe 3, ou bien cet aspect cunéiforme qui correspond à un infarctus pulmonaire. Et puis l'angioscanner peut mettre en évidence carrément l'épaississement, la sténose ou l'occlusion de l'artère pulmonaire. Pour les vascularites qui atteignent les vaisseaux de moyen calibre, je passe rapidement sur la panartérite noueuse, qui est de plus en plus rare. C'est une vascularite qu'on voit de moins en moins, mais au cours de laquelle l'atteinte pulmonaire est fréquente et peut même être révélatrice, et souvent une atteinte pulmonaire qui est grave parce qu'elle se traduit par une hémorragie alvéolaire dans l'issue et le plus souvent fatale. Comme c'est le cas de cette patiente âgée de 66 ans qui s'est présentée avec une hémoptysie et vous voyez cet aspect anecdotique de poumon blanc qui correspond à une hémorragie alvéolaire. Alors, face à une hémorragie alvéolaire, quand est-ce que vous pensez à une panartérite noueuse? Quand vous avez un sujet qui se présente avec des signes généraux très importants, une altération importante de l'état général, et qui se présente avec des manifestations ischémiques telles que des accidents vasculaires cérébraux, des infarctus du myocarde, des infarctus intestinaux, des infarctus hépatiques ou spléniques. Tous ces infarctus, en fait, sont dus à la caractéristique de la panartérite noueuse, c'est la formation de micro-anévrismes qui, en se thrombosant, va entraîner ces infarctus tissulaires. Je passe au chapitre des vascularites des vaisseaux de petit calibre, là où on va observer le plus de manifestations pulmonaires et là où les manifestations pulmonaires sont le plus souvent révélatrices. Alors, je vais commencer par les vascularites des vaisseaux de petit calibre qui sont associés au complexe humain et je vais me focaliser sur le syndrome de Gout-Pasture qu'on appelle actuellement la maladie des membranes basales. Et le syndrome de Gout-Pasture se manifeste classiquement par des hémoptysies qui sont en rapport avec une hémorragie alvéolaire associée à une atteinte rénale qui est faite d'une insuffisance rénale rapidement progressive avec le plus souvent une hématurie et définissant ainsi le classique syndrome pneumorénal. Alors le diagnostic repose sur la mise en évidence des anticorps anti-membrane basale. Il faut savoir que cette vascularite est quand même relativement assez rare. Quant aux vascularites des petits vaisseaux qui sont associés aux ANCA, là c'est l'atteinte pulmonaire qui est très fréquente, surtout au cours de la granulomatose avec polyangélite et au cours de la granulomatose eosinophilique avec polyangélite. Alors, ce groupe est formé, comme on l'a dit, de 3 entités. Et à la polyangélite microscopique, dans les manifestations cliniques, représente le socle commun de ces 3 entités. Donc, les manifestations que l'on peut observer au cours de la polyangélite microscopique,
On peut les observer aussi au cours de la granulomatose avec polyangélite et au cours de la granulomatose éosinophilique avec polyangélite. Ce qui les caractérise aussi, c'est l'association aux anticorps anticytoplasme des polynucléaires neutrophiles. Et on parle de PNK lorsque la fluorescence est périnucléaire, et dans ce cas, leur antigénicité est dirigée contre la myéloperoxydase. Et on parle de CNK lorsque la fluorescence est plutôt cytoplasmique, et ils sont dirigés dans ce cas contre la protéinase 3. Alors les CNK sont plutôt fréquents au cours de la granulomatose avec polyangélite, alors que les PNK, on les observe plutôt au cours de la granulomatose éosinophilique avec polyangélite et au cours de la polyangélite microscopique. Je vais commencer par la polyangélite microscopique, où l'atteinte pulmonaire se voit dans à peu près un tiers des cas, et c'est surtout un type d'hémorragie alvéolaire, donc elle va se manifester par des hémoptysies. Et à l'imagerie, on peut observer des infiltrats pulmonaires unis ou bilatéraux. Parfois, on peut observer un aspect en verre dépoli témoignant d'une pulmopathie interstitielle diffuse. Et c'est surtout l'hémorragie alvéolaire qui peut se voir même dans la moitié des cas au cours de la polyangélite microscopique. Cette hémorragie alvéolaire est due à une capillarite nécrosante et elle représente l'une des principales causes de décès au cours de la polyangélite microscopique avec une survie estimée à 5 ans à 68%. Alors, devant une hémorragie alvéolaire, et surtout si elle est associée à une atteinte rénale faite d'une néphropathie granulaire à croissant extracapillaire, donc qui va se manifester par une insuffisance rénale rapidement progressive, par une protéinurie et une hématurie, donc devant un syndrome pulmorénal ou une hémorragie alvéolaire, pensez à la polyangélite microscopique. Si vous avez d'autres signes cliniques associés, tels que les signes généraux, tels que des arthralgies, des myalgies qui sont très classiques, et des manifestations ischémiques telles que des gangrènes digitales, des nécroses digitales, ou bien des infarctus cérébraux ou des infarctus du myocarde. Pensez à la polyangélite microscopique si vous avez cet aspect classique de purpura vasculaire qui est défini par la triade infiltrée, palpable, donc nécrotique, quand vous voyez ici des zones de nécrose, et polymorphe, puisqu'on peut observer des pétéchies et des zones de nécrose chez un même patient. Et pensez à la polyangélite microscopique si vous avez aussi des manifestations neurologiques à type de neuropathie périphérique. Et dans ce cas, les anticorps sont plutôt des PNK anti-MPO. Nous passons à la granulomatose avec polyangélite, au cours de laquelle l'atteinte pulmonaire là, est très fréquente. Elle atteint des fréquences même de 95%. Et elle peut se manifester par une toux, le plus souvent une toux sèche, parfois par des hémoptysies, une dyspnée ou des douleurs thoraciques. J'attire votre attention sur une particularité de la granulomatose avec polyangélite, où il est quand même fréquent d'observer des sténoses aussi bien trachéales ou bronchiques. Alors, sur le plan imagerie, en général, on observe des nodules, des micros ou des macronodules, qui évolue progressivement le plus souvent vers l'excavation. C'est ce qui caractérise la granulomatose avec polyangélite. Vous avez ici cet aspect de nodules arrondis, multiples, comme vous le voyez ici, et dans certains, presque la moitié, évolue vers l'excavation, associé à cet aspect en verre dépoli qui évoque une hémorragie alvéolaire. Alors méfiez-vous des atypies, puisqu'il n'est pas rare que la granulomatose avec polyangélite mime carrément un tableau évocateur d'un néo du poumon, puisqu'on a l'altération d'état général et sur le plan imagerie, comme vous le voyez ici, ces deux opacités qui sont spiculées à contours mal limités et qui évoquent un néo du poumon associé à des éthanopathies médiastinales. Et même à la fibroscopie bronchique, on reste quand même dans la confusion avec cet aspect de sténose au niveau des branches supérieures et postérieures. Et ce n'est qu'à l'examen anatomopathologique qui a mis en évidence le fameux granulome et l'absence de signes de malignité qu'on a pu rétablir le diagnostic. Alors, le souci avec la granulomatose avec polyangélite, c'est que à la première phase, elle peut se manifester par des manifestations purement isolées, qu'elles soient ORL ou pulmonaires et ou pulmonaires. Le plus souvent,
Au départ, elle se manifeste par des manifestations ORL à type d'obstruction nasale, de rhinite traînante, de sinusite ponteuse, destructrice, de polypose nasale, d'obstruction nasale, ou bien elle se manifeste par une atteinte pulmonaire qui peut rester isolée pendant pas mal de temps, dans 10% des cas, et elle va se traduire par une dyspnée, par une toux, par des douleurs thoraciques, et cet aspect de micronodule qui évolue vers l'excavation. À ce stade-là, le diagnostic est souvent difficile. Par contre, il est plus aisé lorsqu'on retrouve les autres signes caractéristiques de la maladie. Et on a ceux qu'on a vus déjà avec la polyangélite microscopique, les signes communs, tels que le purpura vasculaire, la néphropathie glomérulaire, la neuropathie périphérique, etc. Et puis, il y a surtout les manifestations ORL qui sont très caractéristiques de la granulomatose avec polyangélite. Surtout cet aspect anecdotique donné en marmite, qu'on appelle aussi encelure nasale, qui est dû à une sinusite destructrice. J'enchaîne et je termine en fait avec la granulomatose éosinophilique avec polyangélite, où là aussi l'atteinte pulmonaire est très fréquente et elle est très caractéristique. Le plus souvent, elle est révélatrice de la maladie. C'est le premier signe qui précède parfois de quelques mois, voire même quelques années, les autres manifestations systémiques de la maladie. C'est surtout un asthme, c'est un asthme d'installation tardive, pas comme l'asthme classique que vous avez l'habitude de voir, et c'est un asthme qui est sévère d'emblée, il est le plus souvent corticodépendant ou cortico-résistant. Alors l'asthme est constant au plan clinique, mais au plan imagerie, on retrouve des anomalies dans à peu près la moitié des cas seulement. C'est surtout des infiltrats qui sont labiles, des infiltrats qui témoignent d'une pneumonie à éosinophile. On peut observer des opacités envers des polis témoignant d'une PID associée, ou bien une atteinte pleurale qui est faite d'une pleurésie se manifestant par des douleurs thoraciques et qui est en général faite d'un épanchement de faible abondance exsudatif et qui est riche en polynucléaires éosinophiles. Et là aussi, il est fréquent d'observer une atteinte naso-sinusienne qui reste évocatrice aussi, qui est faite d'une rhinite éosinophilique traînante, qui est souvent prise à tort pour une rhinite allergique. Elle est exceptionnellement destructrice par rapport en opposition à la granulomatose avec polyangélite. Il est fréquent aussi d'observer une polypose nasale. Alors, si vous avez un asthme sévère qui est cortico-résistant, qui est d'apparition tardive, ou bien des infiltrats pulmonaires qui sont labiles, pensez à la granulomatose éosinophilique avec polyangélite. Si vous avez des signes généraux associés, si vous avez des arthralgies, des myalgies, les autres signes qu'on a vus aussi bien au cours de la granulomatose avec polyangélite qu'au cours de la polyangélite microscopique, pensez surtout à la granulomatose éosinophilique avec polyangélite si vous avez une hyperéosinophilie sanguine et ou tissulaire, et si vous avez des anticorps anti-cytoplasme des polynucléaires de type P-ank anti-LP. Alors, juste pour vous fixer les idées, l'atteinte pulmonaire est plutôt rare au cours de la polyangélite microscopique. Elle est limitée à des hémorragies alvéolaires. Elle est plutôt fréquente au cours de la granulomatose avec polyangélite et au cours de la granulomatose éosinophilique avec polyangélite. Dans ce cas de granulomatose avec polyangélite, elle se manifeste par des mini-nodules qui évoluent vers l'excavation ou par parfois des hémorragies alvéolaires. Et elle est caractéristique au cours de la granulomatose éosinophilique avec polyangélite par cet asthme, je vous le répète, c'est un asthme tardif qui est sévère, qui est souvent d'emblée corticodépendant ou cortico-résistant. Alors pour récapituler, il n'est pas rare d'observer des manifestations pulmonaires au cours des vascularites systémiques primitives. Dans certains cas, elles sont plutôt parenchymateuses, surtout au cours des vascularites des petits vaisseaux à Anka, ou elles peuvent être plutôt vasculaires, comme on l'a vu au cours de la maladie de Takayushi ou au cours de la maladie de Bessel. Les aspects scanographiques sont très variables, on peut tout observer. Rappelez-vous des infiltrats labiles et des opacités réticulo-nodulaires qu'on peut observer au cours de la granulomatose avec éosinophilique avec polyangélite. Rappelez-vous des nodules qui évoluent vers l'excavation qui sont assez caractéristiques de la granulomatose avec polyangélite. Et rappelez-vous qu'on peut observer des aspects envers des polis témoignant d'une pneumopathie infiltrante diffuse qu'on peut observer au cours de ces vascularites. Alors, face à un syndrome pneumorénal, n'oubliez pas la maladie des membranes basales, mais n'oubliez pas aussi la polyangélite microscopique et la granulomatose avec polyangélite.
Face à des anévrismes des artères pulmonaires, surtout survenantes chez des sujets jeunes et inexpliqués, n'oubliez pas en premier lieu la maladie de Behçet, et surtout si vous avez des sténoses associées, pensez à la maladie de Takayasu. Et puis face à une hémorragie alvéolaire, n'oubliez pas la panne artérique noueuse, mais surtout les vascularites des vaisseaux de petit calibre, en l'occurrence la polyangélite microscopique, la granulomatose avec polyangélite et le syndrome de Wood-Pasture. Face à un asthme tardif, je l'ai assez répété, donc je pense que le message est bien reçu. N'oubliez pas la granulomatose éosinophilique avec polyangélite. Face à des granulomes qui sont découverts à l'examen anatomopathologique, pensez à la granulomatose avec polyangélite ou la granulomatose éosinophilique avec polyangélite. Et n'oubliez pas la panne artérique noueuse au cours de laquelle aussi on peut observer des granulomes. Et je termine avec les chromoplaties infiltrantes diffuses, surtout à type QIP, qu'on peut observer en association aux vascularites à encas. Je vous remercie pour votre attention.